Bienvenue dans l'iceberg du black metal. Il y aura 6 parties. Préparez votre chocolat chaud, on est parti! Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'iceberg, c'est une manière de classer un sujet du plus accessible au plus extrême. J'ai pris le parti de le faire musicalement et aussi en termes d'affaires judiciaires ou encore de réputation. Dans cette vidéo, on va explorer la surface, c'est-à-dire les groupes connus, les bases, ceux qui ont façonné le black metal. Évidemment, d'autres groupes cultes ne seront pas cités ici pour des raisons évidentes. Ils sont bien plus bas dans l'iceberg, étant coupables de choses diverses et variées. Je n'entre pas dans les détails, on verra ça plus tard. Bien sûr, vous vous en doutez, j'ai dû faire une sélection puisqu'il y a trop de groupes. Disons que j'ai pris ceux qui me paraissaient les plus pertinents. Cradle of Filth. Je sais ce que vous allez me dire, Cradle of Filth, ce n'est pas du black. Et vous auriez probablement raison, du moins en partie. Mais beaucoup de gens ont découvert le genre avec ce groupe, donc je pense qu'il est parfaitement à sa place ici. Cradle of Filth est un groupe anglais fondé en 1991. On retrouve des thématiques comme la littérature gothique du 19e siècle. Il y a une fascination pour les figures tragiques, maudites, vampiriques. Il y a une esthétique assez baroque, théâtrale, presque victorienne. En témoignent souvent d'ailleurs les clips du groupe lui-même. On retrouve des références à Alan Poe, Bram Stoker, Lord Byron, Sade. Il y a aussi des albums cultes aujourd'hui comme Dusk and Embrace sorti en 1996. Donc c'est un mélange de black et de romantisme noir. On parle parfois d'un chef-d'œuvre, clairement. Ensuite, nous avons Cruelty and the Beast sorti en 98. Donc c'est un concept album entièrement centré sur Elizabeth Bathory. Il est plus théâtral, plus narratif, plus épique. Je vous fais une petite aparté sur Elizabeth Bathory. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que la plupart d'entre vous savent qui est Elizabeth Bathory. C'est une noble qui a vécu entre le 16e et le 17e siècle. Et à la mort de son mari, elle se retrouve à la tête d'un vaste patrimoine. En 1909, elle est accusée d'avoir maltraité et tué un grand nombre de jeunes servantes dans ces domaines, et il paraît qu'elle prenait des bains de sang pour préserver sa beauté. Évidemment, il n'y a aucun fait historique avéré, on est plus sur de la légende, du mythe. Elle n'a jamais été jugée publiquement, pour éviter sûrement un scandale politique. Elle a été placée en résidence surveillée dans son château et murée dans une pièce. Et elle y mourut en 1614. En fait, elle est importante quand même puisqu'elle est liée au mythe des vampires. Cradle adore ce mythe des vampires, donc je pense que c'était important de le mentionner. Et c'est une figure importante même dans le black metal en règle générale, puisqu'on retrouve par exemple Bathory, qui a carrément appris le nom de cette personne. Il y a Tormentor qui a sorti aussi un morceau sur Elizabeth Bathory sur l'album Anno Domini qui est sorti en 88. Et ça a été repris par Dissection sur Storm of the Lightbane en 95, pareil sur Elizabeth Bathory encore. Autre album culte, Midian, sorti en 2000. C'est un album qui a été très inspiré par Nightbreed de Clive Barker. Donc c'est un album qui les a solidifiés à leur statut international. Peut-être même l'album le plus culte de Cradle. J'ajoute un point important sur Nymphétamine qui est sorti en 2004. En fait, je pense que c'est quand même celui qui les a rendus le plus célèbres et le plus mainstream. Dites-moi si je me trompe, mais comme quand j'étais adolescente, j'avais quand même l'impression de l'entendre partout. Je sais pas pourquoi. Et en faisant mes recherches, j'ai d'ailleurs découvert que ça lui a valu une nomination aux Grammy Awards en 2005, donc ce n'est pas rien en réalité. Ça veut dire qu'ils sont carrément validés en fait. Cependant, il y a quelques controverses autour du groupe, notamment autour du merchandising. Je sais pas si vous connaissez le t-shirt de la nonne avec Jesus is a cunt, où voilà, je vais vous le montrer à l'écran, voilà. On parle ici d'une controverse mondiale. Je vous fais un bref résumé. Au Royaume-Uni, il y a eu plusieurs personnes qui ont été arrêtées ou condamnées pour avoir porté le t-shirt en public. Les accusations allaient de conduite offensante à représentation blasphématoire. Aux États-Unis, il y a un employé de magasin en Floride qui a été arrêté dans un centre commercial, mais il a été acquitté finalement. En Écosse, des magasins qui vendaient le t-shirt ont été perquisitionnés. Il y a même un propriétaire qui a été inculpé, mais les charges ont été abandonnées. En Australie, il y a un adolescent qui a été arrêté pour comportement offensant. En Nouvelle-Zélande, le t-shirt a été officiellement interdit et l'interdiction fut assouplie en 2020 pour les plus de 18 ans, donc c'est quand même assez récent, 2020 c'était il y a 6 ans. Et le musée de Christchurch, en 2015, a exposé le t-shirt dans un musée et ce qui entraîna une tentative de vandalisme. Donc ce n'est pas rien, c'est juste un t-shirt. T-shirt qui a été apparemment fait par le groupe, mais on ne sait pas quel membre du groupe l'a créé. C'était, je crois, pour partir en tournée avec Emperor à l'époque.
dites-moi si je me trompe. Mais sacré bazar finalement. Même Danny Fields lui-même a dit qu'il était assez mal à l'aise du fait de porter ce t-shirt aujourd'hui. Il a déclaré lors d'une interview, qu'on peut trouver sur Metal Zone: aussi détestable que cela puisse être, je dois admettre que je serais mal à l'aise en le portant à présent. Nous sommes allés manger avec ma petite amie et elle l'a mis par inadvertance parce qu'il faisait froid dehors. Je l'ai regardé, horrifié, en me disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Je ne veux pas que l'on crache dans ma nourriture. » C'était un peu gênant, mais je suis content qu'on ait fait ce t-shirt et on a bien rigolé. Autre point important sur Cradle of Filth, c'est les changements de line-up réguliers. Donc il y a régulièrement une rotation dans le groupe, surtout à partir des années 2000. La rotation, elle devient assez régulière, et évidemment, ça va créer des controverses. En témoigne cet article. La chanteuse et claviériste Zoé Federoff, qui avait annoncé son départ de Cradle pour des raisons personnelles, finalement a dit que c'était à cause d'un management qui était problématique, puisque son mari a été après licencié également. Donc ce n'est pas Cradle en lui-même le problème, à ce qu'on comprend visiblement, c'est plutôt ce qui gravite autour du groupe en réalité. Mais Danny Fields a quand même répondu aux accusations. Il dit « Nous n'interdisons pas à nos musiciens de s'engager auprès d'autres groupes, nous leur demandons simplement de s'organiser suffisamment à l'avance. Évidemment que Zoé allait vous montrer le pire, et cela m'attriste que le contexte de ce que je pense être un dialogue ait été déformé pour servir sa cause et rendu public. Et oui, malheureusement, un groupe est une entreprise, et lorsque nous voyons une personne provoquer des problèmes, boire excessivement, ne pas écrire, menacer de poursuivre le groupe en justice pour utilisation de son image, alors il est évident qu'il fallait faire quelque chose. » Et en plus, il va jusqu'à parler de la relation intime et privée du couple, en précisant qu'il y a une consommation excessive d'alcool, des disputes de plus en plus vives et des conflits publics répétés qui ont créé une atmosphère très perturbante pour toutes les personnes concernées. Bref, pensez ce que vous voulez de cette affaire, mais elle existe quand même, et on voit quand même qu'il y a des problèmes de line-up récurrents. Dimmu Borgir. Dimmu Borgir est un groupe norvégien fondé en 1993. On est plus sur du black sympho pour le coup. Beaucoup d'ailleurs s'amusent à opposer Cradle of Filth et Dimmu Borgir, comme s'ils étaient ennemis ou qu'il y avait des teams. Bref, toujours est-il que l'on peut citer des albums cultes. Enthroned Darkness Triumphant, sorti en 97. C'est l'album qui les a propulsés sur la scène internationale avec un black symphonique encore cru, mais déjà monumental. En 2001, Puritanical Euphoric Misanthropia, un disque agressif mécanique, considéré comme l'un de leurs sommets créatifs. En 2003, on a Death Cult Armageddon, c'est l'œuvre la plus cinématographique enregistrée avec un orchestre complet pour un son massif et apocalyptique. Il faut savoir que je fais partie de ces gens qui détestent Dimmu Borgir. Dimmu Borgir n'a pas de controverse en particulier, mis à part le fait que les webzines jugent le groupe trop, presque too much. Je vais vous lire un bout de chronique que j'ai trouvé chez Nightfall in Metal Earth. J'ai trouvé la chronique de Eonian, qui est un album qui est sorti en 2018 de Dimmu Borgir, qui a été écrite par Mephisto, et il nous dit « Non, ce qui me dérange encore sur Eonian, c'est que Dimmu semble tellement kiffer dorénavant et l'omniprésence de l'enrobage symphonique et choral. Voyez cela comme du clinquant, de la poudre aux yeux, ou d'autres raisons de se réjouir. Ça demeure très envahissant. Tant j'adore ces éléments quand ils sont employés judicieusement. Mais dans ce contenant, pas certain que le charme opère toujours. Pas certain non plus que l'instrumental Rites of Passage était nécessaire comme clôture après une excellente alpha et une oméga. » Et je pourrais vous en lire plein d'autres, des passages comme ceci dans les chroniques. Elles sont pas très élogieuses quand même sur Dimmu Borgir en règle générale. Surtout sur le fait que c'est vraiment too much en fait, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Alors il faut croire que Dimmu Borgir a un problème avec ses claviéristes. Je m'explique. Sur l'album Stormblast sorti en 96, Stian Harstad est accusé d'avoir repris sur Sorgun's Hammer la musique du jeu vidéo Agony qui a été composée par Tim Wright. Il est alors évincé du groupe, enfin c'est ce qu'on pense, même si la raison officielle est le service militaire. Et il y a également eu cette histoire avec Moustis qui était le claviériste du groupe. Alors on va regarder ensemble ce qu'il dit parce que
C'est tout un truc, même le groupe a répondu après, on va le lire aussi, comme ça vous aurez toutes les informations sur cette histoire. Je le traduis de l'anglais, je vais faire de mon mieux. Mon départ n'a pas été entièrement de mon propre fait, et même si je sentais que ce changement était quelque chose d'imminent pour mon avenir, j'ai passé mon temps à souligner que beaucoup de morceaux que j'avais écrits n'avaient pas été correctement enregistrés sous mon nom dans les crédits. Sans nommer chaque piste une par une, disons simplement qu'une bonne partie d'albums comme Puritanical, Euphoric, Misanthropia et Insorte Diaboli avaient été très différentes si je n'avais pas composé et créé autant que je l'ai réellement fait. Malheureusement, à cause de terribles lacunes dans le processus de communication et de l'incapacité à trouver une logique ou une raison valable à la manière dont les choses avaient été faites, je me suis retrouvée face à un mur après mur au lieu de trouver une solution professionnelle et raisonnable au problème. Mes demandes et mes recherches pour résoudre ces questions et passer à autre chose ont fini par me valoir d'être renvoyé du groupe. Moustis nous dit donc qu'il a été viré du groupe sans au revoir, sans avoir été crédité, jeté comme une vieille chaussette. Et du coup j'ai trouvé une interview de Galder, le guitariste, qui répond à ça, puisqu'il y a aussi Vortex qui a quitté le groupe. Donc Radio Metal nous dit: en 2009, Vortex et Moustis ont quitté le groupe dans des circonstances pas vraiment amicales. Beaucoup de choses ont été dites à l'époque. Maintenant que tout ça est retombé, que s'est-il vraiment passé? Galder répond: nous avions des opinions divergentes. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup d'explications. Quand on joue dans un groupe pendant 17 ans, il finit par y avoir des problèmes. Les gens vont et viennent. Je ne pense pas que nous soyons le seul groupe de l'histoire à avoir dû remplacer certains des membres après 17 ans. C'est comme un mariage, parfois le couple divorce. Nous avons fait cela pour le bien du groupe, ce n'était pas une décision individuelle. C'est ce qu'il y avait de mieux pour le groupe, mais quand on joue dans un combo pendant des années, il peut y avoir des merdes. Voilà, après je vous laisse lire l'interview dans son intégralité si vous voulez la regarder. Immortal. Immortal, évidemment. Même ceux qui ne connaissent pas le black metal ont déjà vu ces têtes quelque part, non? Groupe majeur et culte, on ne peut pas ne pas les citer dans cet iceberg. Nous restons encore une fois en surface puisque le groupe n'a pas connu d'affaires judiciaires majeures à part une. Et j'y reviens bien sûr plus tard. Immortal est un groupe norvégien, fondé en 1990 par Abath et Demonas Doom Occulta. La thématique principale est le Blashirk. C'est un royaume que Demonas a créé, un royaume imaginaire, une métaphore du froid, de la puissance, de la solitude. Finalement des thématiques qu'on retrouve assez régulièrement dans le black metal. On passe aux 3 albums cultes d'Immortal. At the Heart of Winter, sorti en 1999. Un black metal massif où Immortal atteint son équilibre parfait entre puissance et atmosphère. En deuxième position, on retrouve Sons of Northern Darkness, sorti en 2002. C'est un album tranchant et conquérant qui condense toute l'identité guerrière du groupe. Et en troisième position, forcément, vous l'aurez vu venir, Pure Holocaust, sorti en 1993, qui est une référence aujourd'hui du black metal. Revenons sur cette affaire judiciaire dont je vous ai parlé au tout début. Donc le cœur du problème, c'est quoi? C'est qui possède le nom Immortal. Après détention interne, Abbas quitte le groupe en 2014. Il veut continuer sa carrière sous le nom d'Immortal, donc problème. De leur côté, Demonas et Org déposent officiellement la marque Immortal à leur nom. Ça déclenche un conflit légal de propriété intellectuelle. Le litige est examiné par l'Office norvégien de la propriété intellectuelle. Évidemment, Abbas conteste le dépôt, affirmant qu'il est cofondateur et qu'il a autant de droits sur le nom. Demonas et Org expliquent que Abbas a quitté le groupe, il n'a plus d'activité sur ce nom, et ils sont les seuls à poursuivre Immortal. Les autorités tranchent en faveur de Demonas et Org, le nom Immortal leur revient légalement. Abbas est obligé de lancer son projet solo sous le nom de Abbas. Il y a un article sur blabbermouth.net. Je vous lis le passage où Abbas discute. Je ne voulais pas devenir artiste solo au départ. Je voulais ce qu'il y a de mieux pour Immortal. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Avant tout, je voulais simplement que ma musique sorte. Je voulais enregistrer le prochain album parce que ça faisait tellement d'années depuis All Shall Fall. Et Demonas et Org ont maintenant des enfants et des familles, et on est arrivé au point où je ne pouvais plus travailler de la manière dont eux voulaient travailler. Moi, je voulais que les choses se fassent dans mes conditions, et eux voulaient que les choses se fassent selon les leurs. Et c'était très difficile. Si vous voulez plus de détails sur le conflit entre Abbas et les autres, il vous suffit de regarder sur ce site, sur cette interview-là et sur ces articles-là, à vous de voir. Celtic Frost. Celtic Frost est un groupe suisse fondé en 1984 après la dissolution de Hellhammer, autre classique d'ailleurs. Le groupe est vu comme l'un des grands fondateurs du black metal. 3 albums cultes, Morbid Tales, sorti en 1984. Comme d'habitude avec les vieux groupes, on est plutôt sur du black trash ici.
mais ça pose quand même les bases du black. To Megatherion, sorti en 1985, c'est un album monumental, plus lourd et plus ambitieux, considéré comme l'un des piliers du métal extrême. Et enfin, Monothéiste, sorti en 2006. C'est le grand retour du groupe, un chef-d'œuvre oppressant et avant-gardiste qui a redéfini leur héritage. Alors, Celtic Frost a quelques petits soucis internes dans le groupe, notamment sur les enjeux artistiques qui semblent assez divergents selon les membres du groupe. Le groupe se dissout plusieurs fois et se reforme, enfin bref, je vous passe les détails parce que c'est un vrai bazar. Sur Metal Hammer, que je vous passe à l'écran ici, on retrouve une interview complète de Tom Gabriel Fischer, qui a été publiée en 2023. Le groupe s'est séparé définitivement en 2008, et Tom ira fonder Triptychon juste après en fait. L'interview est très complète, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors on peut citer un point important de la carrière de Celtic Frost, c'est la réception de l'album Cold Lake, qui est une catastrophe. Je vais vous lire un passage de chronique que j'ai trouvé chez Nightfall in Metal Earth, et vous aurez aussi en fond sonore l'album. Pour le fan de Celtic Frost, Cold Lake est le disque dont les bandes n'auraient jamais dû quitter le studio d'enregistrement. Le disque qui fait rire au tragique ceux qui ne reconnaissaient plus leur idole après son écoute. Le disque qui continue de polluer la réputation d'un groupe qui vient tout juste de revenir sur le devant de la scène. Le disque responsable de certains cauchemars de Thomas Gabriel Fischer. Les fans de Celtic Frost ne peuvent ici éprouver que de la tristesse, un grand malaise, de la rage et une désorientation inimaginable. Ce disque fait tache comme il n'est pas permis, associé à un autre nom, certains auraient peut-être compris, mais le passé royal du génie helvète appelle à une unique conclusion. Un tel sabordage trouve sa place dans les livres d'histoire. Impossible de juger ce suicide objectivement, l'OVNI ne possède que des détracteurs. Pour vous la faire courte, en gros, Celtic Frost a sorti un album de glam et ça a fait un tollé total. Si vous voulez en savoir plus, il y a un livre illustré qui est sorti qui s'appelle Only Death is Real, qui est en gros l'histoire illustrée de Celtic Frost de 81 à 1985, qui a été faite par Fischer lui-même, avec Martin Eric Haynes, qui est malheureusement décédé en 2017, à l'âge de 50 ans, qui était aussi membre de Hellhammer et de Celtic Frost. Bathory. Je fais le pont ici avec Bathory, puisque nous l'avons évoqué dans la section précédente. Bathory est un one-man band formé par Quorthon en 1983. Il n'avait que 17 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, 17 ans c'est vraiment jeune quoi. C'est un des pionniers du genre, et il est aussi connu pour sa période dite viking. Alors, je sais pas trop si j'aime ce terme, ça m'a jamais inspiré, bon, je sais pas vous, mais moi ça me plaît pas trop ce terme, je sais pas pourquoi. On peut citer quelques albums cultes comme Bathory, sorti en 1984, qui est un énorme classique. La pochette parle d'elle-même, hein, regardez. On a Bloodfire Death, qui est sorti en 1988, donc en fait on a une espèce de transition entre le black metal et le viking metal. C'est un peu plus épique, il y a des morceaux plus longs, avec une atmosphère plus mythologique. On sent qu'il y a une ambition grandissante d'aller vers autre chose que du black en réalité. C'est un peu l'album charnière qui annonce la nouvelle direction de Quorthon en fait. Et en 1990, on a Hammerheart, qui est l'acte de naissance du viking metal, comme on l'appelle. C'est plus lent, c'est plus majestueux, il y a du chant clair, il y a des récits inspirés de la mythologie scandinave. On a vraiment quelque chose de presque cinématographique. J'adore cet album. Franchement, je le kiffe de fou. Plus même que Bathory en réalité, que le premier qui est sorti. Il faut savoir que Quorthon est retrouvé mort le jeudi 3 juin 2004 suite à une crise cardiaque et il était âgé seulement de 38 ans. Qui est franchement très triste. Donc il n'a pas forcément eu le temps de sortir des milliers d'albums, mais on a quand même pas mal de choses à écouter. De mon côté, je n'ai rien trouvé de spécial concernant Bathory. Rien du tout, pas de controverse, vraiment rien. Il y a juste un petit fait sur le fait que le label à la base n'était pas très chaud à l'idée de sortir un album de Bathory, après avoir écouté Scandinavian Metal Attack, mais finalement ils ont fini par sortir quand même l'album, donc mais c'est tout. Juste une question de goût personnel, et peut-être d'époque aussi, parce qu'on est quand même, faut replacer dans le contexte, dans les années 80, c'est pas très courant d'entendre ce genre de choses. Dark Funeral. Dark Funeral naît en 1993 en Suède, fondé par Lord Harriman et Black Moon,
Retenez bien ces deux personnes-là. Deux guitaristes obsédés par un black metal glacial, rapide et sans compromis. Et leur premier EP sort en 1994 et les propulse immédiatement dans le haut du panier de la scène suédoise. Alors, il y a beaucoup de soucis visiblement chez Dark Funeral en termes de line-up. Je vais vous lire une interview qui est très évocatrice des problèmes internes. Mais avant cela, on va faire les 3 albums cultes. The Secrets of the Black Heart, sorti en 1996. C'est un album qui est visiblement un classique pour pas mal de personnes. Moi, j'avoue que je n'ai jamais accroché, à vous de voir. Vobiscum Satanas, sorti en 1998, plus rapide, plus cruel, plus affirmé. Dark Funeral passe la seconde et ne regarde plus en arrière. Un déluge de blast, de haine ritualisée, taillé pour les puristes. Diabolis Interium, sorti en 2001. C'est un son plus massif, presque écrasant, qui transforme chaque morceau en une incantation infernale. C'est un album charnière, brutal et implacable, qui élargit leur portée sans perdre leur venin. Alors, retenez bien ce que je vous ai dit. Dans les membres du groupe, il y a, je refais un récapitulatif parce que ça va être important pour l'interview, Lord Harriman, Black Moon, ce sont les 2 guitaristes qui ont fondé le groupe. Ensuite, ils sont rejoints par le batteur Drogen et le chanteur et bassiste Zemgoroth. C'est important que vous ayez ces noms en tête. Parce que il y a eu le départ de Zemgoroth, qui est resté que de 93 à 95. Apparemment, il n'arrivait pas à assurer un niveau de qualité attendu en live, et il y avait des problèmes internes. Ensuite, c'est carrément Black Moon, donc un des 2 fondateurs, qui s'en va, qui est resté que de 93 à 96. Et le départ d'Emperor Magus Caligula, qui a fait le chant de 95 à 2010. Donc lui, apparemment, il n'avait pas forcément de problème, mais il avait envie de changer un peu de vie, quoi. Il en avait marre, il avait 15 ans de groupe derrière lui, et il est parti. Alors, je vais vous lire ce petit passage très intéressant, qu'on retrouve sur le site Rites of the Black Moon, et qui est très évocateur de l'ambiance générale de ce groupe. En 1996, peu de temps après la sortie du LP de Dark Funeral, il y a eu des changements de line-up. D'abord, Zemgoroth a quitté le groupe et a été remplacé par Mads Broberg de Hypocrisie. Combien de temps a-t-il fallu avant que tu partes toi aussi? Et pourquoi le groupe se désagrégeait-il alors qu'il avait atteint un tel succès? Nous dit l'intervieweur. Black Moon lui répond: Mas/Emperor Magnus Caligula est entré dans le groupe durant l'été 95. Zemgoroth avait déjà enregistré les voix pour The Secrets of the Black Hearts, mais il ne faisait tout simplement pas l'affaire en live. Il montrait aussi très peu de motivation, même si le groupe devenait immensément populaire. Je suis parti un an plus tard, à l'été 96. Ce n'était pas prévu, bien sûr, mais les tensions entre Harriman et moi étaient simplement trop fortes pour pouvoir continuer ensemble à ce moment-là. Il en est venu aux mains 2 fois avec moi. Et depuis ce moment-là, j'ai senti que je ne pourrais plus jamais travailler avec lui. En fait, juste avant mon départ, nous avions parlé de virer Harriman du groupe. Ensuite, c'est lui et Mas qui ont eu des désaccords. Je suis partie, mais pas vraiment pour de bon. J'avais l'espoir que, ok, on prend un peu de recul, et plus tard, on essaiera de discuter des choses. Mais ça n'est jamais arrivé. Le groupe est parti en tournée une semaine après mon départ, et les coups bas venant d'eux ont été tout simplement horribles. Ils me voyaient comme l'ennemi, alors que je n'avais rien fait d'autre que construire le groupe depuis zéro. Et voilà, comme témoigne cette interview, vous voyez, c'est un peu le bazar chez Dark Funeral. Ça a l'air d'être une ambiance ô combien merveilleuse. Satyricon. Comment passer à côté de Satyricon? C'est un groupe norvégien fondé en 1991 par Satyr et Frost. Il y a évidemment des liens avec Darkthrone et Gorgoroth, et d'autres groupes bien sûr, que nous allons peut-être traiter dans cet iceberg. Mais pour des raisons évidentes, je tiens à préciser que Gorgoroth se retrouve plus bas dans l'iceberg. On peut citer 3 albums cultes. Dark Medieval Times, sorti en 1994. L'album a une atmosphère unique, c'est un disque qui respire la forêt, le froid, la mélancolie. En fait, pour moi, c'est vraiment l'album du collège. Je suis dans la cour de récréation avec mon MP3 et mes écouteurs à regarder les autres jouer, alors que moi, je n'avais juste pas envie du tout. Deuxième album, Nemesis Divina, sorti en 1996. Alors là, c'est une déferlante, tranchante et majestueuse, où chaque riff semble gravé dans la pierre. C'est l'album qui impose Satyricon comme une force implacable du black metal. On retrouve aussi son clip culte, avec la version censurée ou non d'ailleurs. Et en dernière position, Volcano, sorti en 2002. C'est un virage massif et martial, sec, urbain, qui frappe plus par sa puissance rythmique que par l'atmosphère. En fait, c'est les débuts de Satyricon un peu moderne, frontal, lourd et sûr de lui. En fait, c'est le tournant
un peu plus black and roll qui a sûrement fait sourciller quelques-uns d'entre vous. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça plutôt rafraîchissant quand je l'ai écouté. À part ça, aucune affaire les concernant, mais il fallait quand même les mentionner. Darkthrone. Je fais le lien ici directement avec Darkthrone, on va vite passer puisqu'elle n'a pas non plus de problème avec Fenris et Nocturne Occulto qui sont les deux membres du groupe. À la base, c'était un groupe de death, et oui, mais ils ont finalement développé un intérêt pour le black à partir des années 90. On retrouve des thématiques assez communes comme la haine de la religion, Satan, la mort, un attrait pour la misanthropie, le black quoi, rien de neuf. Les 3 albums cultes, alors là, pour le coup, vous les connaissez tous, hein, je pense. A Blaze in Northern Sky, sorti en 1992. C'est le moment où Darkthrone arrache le death metal de ses débuts pour cracher un black metal nocturne et spectral. C'est un disque qui sonne comme une apparition, brute et menaçante. Le deuxième, Under a Funeral Moon, sorti en 1993. C'est peut-être leur album le plus austère. Et enfin, Transylvanian Hunger, sorti en 1994. C'est un bloc monolithique hypnotique répété jusqu'à la transe. Un disque qui a figé pour toujours l'esthétique du black metal norvégien. Évidemment, Darkthrone ne pouvait pas être évité ici, c'est un groupe vraiment culte. Enslaved. Enslaved est formé en 1991 par Ivar et Grutel pour mêler black metal et mythologie nordique. Je pense que, quelque part, ils étaient quand même inspirés par Basuri, mais ça c'est un autre débat. Moi, je trouve ça d'un ennui total. Mais par contre, il n'y a aucune affaire les concernant. Donc on passe sur les 3 albums cultes. Viking Lyrk Veldi, sorti en 1994, donc là, c'est le premier grand souffle épique du groupe. C'est du black metal viking, comme on l'appelle. En deuxième, il y a Frost, sorti en 1994. Je vais vous lire une petite chronique de chez Guts of Darkness. Il s'agit de mon album favori d'Enslaved, suivi de près par Eld. On ressent une envie et une virulence incroyable dans cette œuvre. Enslaved pratique un black metal rageur et inspiré, globalement plus violent et ténébreux que sur Eld. Il n'y a rien à jeter sur cet album, aucune piste de remplissage. On commence après une intro au clavier et un lock ravageur et un Fenris magnifique avec son riff à la Satyricon et son break ultra mélodique. Si vous voulez retrouver ça, c'est sur Guts of Darkness. Ensuite, nous avons Isa, qui est sorti en 2004. Cette fois-ci, je vais vous lire un petit passage d'une chronique de chez Trash au corps. Mais en dehors de tous ces détails de forme, tout le talent d'Enslaved réside dans leur capacité à créer des ambiances aussi sombres et froides que profondes, à faire voyager son auditeur par-delà les terres glacées et stériles de Norvège. Isa ne ressort que plus grandiose, plus magnifique, avec des compositions d'une richesse émotionnelle infinie. N'en finiront plus de vous trotter dans la tête. C'est Dead qui a écrit cette chronique. Je vous invite aussi à la regarder si vous voulez. N'étant absolument pas qualifié pour parler du groupe de manière élogieuse, je laisse les autres faire à ma place pour Enslaved. Ulver est un groupe norvégien formé en 1993. C'est un groupe qui a une énorme carrière. En plus, c'est vraiment spécial parce qu'au fil des années, en fait, ils ont radicalement changé de genre. J'avoue ne pas du tout écouter la période qui n'est pas du black. Peut-être ai-je tort, je ne sais pas. Bref, je vous fais un petit résumé des dites périodes pour que ce soit plus clair pour vous. En gros, on a la période Black Folk, de 1993 à 1997. C'est une période très poétique inspirée par la littérature norvégienne. Ensuite, on a une transition expérimentale, de 98 à 2002. Ulver quitte le black metal pour devenir un groupe un peu avant-gardiste si vous voulez. On a ensuite une période électro un peu ambiant de 2003 à 2010. C'est leur période la plus introspective. Ensuite, une période que je qualifierais de dark wave de 2011 à 2017, là où Ulver devient presque un groupe ritualiste. Et ensuite, une période plutôt synthwave, c'est leur période la plus accessible. Le groupe est toujours actif aujourd'hui. Je pense qu'il y a au moins un album qui vous plaira finalement, vu l'énorme variété que propose le groupe. C'est très difficile de résumer la carrière de Ulver, tant il y a de choses. Ça mériterait presque une vidéo complète pour voir tous les petits détails. Passons aux 3 albums cultes. Évidemment, Vertat, un chef-d'œuvre du folk black metal, mélange unique entre black metal atmosphérique et folk norvégien médiéval. Une espèce d'ambiance de conte nordique. Le chant clair de Christopher Rigg est absolument magnifique. C'est un album fondateur. Franchement, j'adore.
Nathan's Madrigal, sorti en 97. Un black metal un peu plus cru, sauvage et extrême. Une production qui est volontairement brute, abrasive et bestiale. On a tout un concept autour du loup-garou, de la nuit, de la transformation. Et je vous mets un troisième album qui n'est pas du black et qui a choqué tout le monde. Themes from William Blake's The Marriage of Heaven and Hell, sorti en 1998. Ça redéfinit Ulver et ce n'est plus du black metal. On a une espèce de musique électronique, du spoken word, du rock expérimental. C'est une adaptation de l'auteur britannique William Blake dans son ouvrage Le mariage du ciel et de l'enfer. Et ça a ouvert la voie à toute leur carrière avant-gardiste après, expérimentale, etc. Tout ça pour dire qu'Ulver est un groupe culte, donc il a sa place ici dans l'iceberg évidemment, puisque je pense que c'est aussi un fondateur de tout ce qui est avant-garde, mais aucune casserole, rien du tout, je n'ai rien trouvé. Bravo à Ulver, vous n'avez rien fait. Je fais le pont ici, puisque Ulver signifie loup en norvégien. Wolves in the Throne Room. On part aux États-Unis. Wolves in the Throne Room a été fondé en 2002 par les frères Aaron et Nathan Weaver à Olympia, après avoir emménagé dans une ferme délabrée où ils ont commencé à répéter dans une cabane en ruine. Leur objectif initial était de canaliser les énergies du paysage du Pacifique Nord-Ouest dans un black metal atmosphérique et spirituel. Donc ici, on a la naissance du Cascadian black metal. En gros, je vous la fais courte, ça s'appelle comme ça à cause des montagnes des Cascades qui s'étendent sur la côte nord-ouest des États-Unis. On a des groupes comme Panopticon, Skagos ou encore Agalok qui est très connu aussi. On peut trouver une interview d'Aaron qui en parle d'ailleurs sur le webzine Aristocratia. Je vais vous lire ça rapidement, comme ça vous aurez un peu le ton. Ça tranche un peu avec le côté Satan et compagnie qu'on peut retrouver chez d'autres groupes. On est clairement sur autre chose, sur la nature, etc. L'intervieweur nous dit: le Nord-Ouest Pacifique a été un point central de la scène black metal américaine, avec de nombreux grands groupes et tout le mouvement du Cascadian black metal, dont vous êtes considéré comme l'un des principaux représentants. Que pensez-vous de cet héritage et de toute la scène qui s'est développée après la sortie de vos premiers albums ? Aaron répond: ça fait du bien, tu sais. On regarde toujours ce qu'en font les autres groupes parce qu'on doit trouver des groupes avec qui partir en tournée. Il y a beaucoup de jeunes groupes qui travaillent avec le même esprit que Wolves in the Throne Room. Il y a cet amour de la terre, ce désir de vivre d'une manière équilibrée, d'une bonne manière, d'une manière ancienne. Ce n'est pas seulement la musique, ça se retrouve dans tous les lieux, dans la culture, dans les endroits que j'aime et chez les gens que j'aime. Donc là, on a quand même un autre discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans le black metal, mais sachez qu'il existe. On passe aux 3 albums cultes. Two Hunters, sorti en 2007, c'est l'album qui a défini le Cascadian black metal, atmosphérique, mystique et puissant. Black Cascade, sorti en 2009, leur disque le plus black metal, intense et hypnotique. Et enfin, Celestial Lineage, sorti en 2011, le sommet spirituel du groupe, considéré comme leur chef-d'œuvre, l'album le plus culte de Wolves in the Throne Room. J'étais obligée de les mentionner parce qu'ils sont très connus et sachez qu'ils n'ont pas aussi de problème, je n'ai absolument rien trouvé. Death Heaven. Groupe qui a déchaîné les passions dans les années 2010. Soit on était anti-Death Heaven ou pro-Death Heaven, pas vraiment juste ce milieu ici. On était déjà en plein dans l'ascension du post-black dans ces années-là, mais eux ont carrément propulsé le genre au-delà du milieu black. Alors le groupe est fondé en février 2010 à San Francisco par George Clark au chant et Kerry McCoy à la guitare. Ce sont d'anciens membres du groupe de grindcore Rise of Caligula. Ils enregistrent une démo en avril 2010 et ça attire immédiatement l'attention de Deathwish, le label de Jacob Bannon de Converge. Le groupe se fait très vite remarquer parce qu'il a un mélange assez inédit entre le black, le shoegaze et le post-rock, qui sera appelé plus tard le black gaze. Je vous laisse ici 2 albums qui ont marqué le public et la presse. Sandbasser, sorti en 2013, considéré comme l'un des albums les plus influents des années 2010. Acclamé internationalement, il propulse le groupe hors du cercle métal. L'artwork rose est iconique. Il y a une rupture esthétique totale avec le black pour le coup. New Bermuda, sorti en 2015. Plus sombre, plus métal, assez bien reçu par la presse spécialisée. Alors ici, pour Death Heaven, je n'ai rien trouvé de spécial, mais on va surtout parler du rejet de la scène black metal dite traditionnelle, même si certains et certaines d'entre vous ont aimé, je le sais bien. Personnellement, je déteste. Alors, si vous voulez rigoler, il y a d'interminables débats sur Reddit avec c'est tellement beau, j'adore, et d'autres qui répondent non mais c'est pas du black, t'es stupide. En gros, enfin je vous laisse aller voir de votre côté. Je vais vous lire 2 bouts de chronique et vous irez écouter pour ceux qui ne l'ont pas fait.
Comme ça, vous ferez un avis entre pro ou anti. La première, de chez Trashcore, est plutôt élogieuse. Elle a été écrite par Sacrifice. Sacrifice nous dit: ce Sunbasser est magnifique, et même si la longueur des morceaux pourrait inquiéter, chacun d'entre eux est parfaitement maîtrisé. Leur durée est justifiée par l'évolution de chaque titre. Ils ne proposent pas le même riff répété inlassablement, mais progressent bel et bien, passant d'un sentiment à un autre, d'un souvenir à l'autre. Ils sont entrecoupés d'intermèdes qui amènent un espace de sérénité bienvenu, nous préparant pour la prochaine expérience, la prochaine excursion intérieure. Je suis enthousiaste car j'ai accroché comme je ne m'y attendais pas, à un tel point que j'ai même revu mon jugement de l'album précédent, ne me demandant plus si le look de nos personnages cachait je ne sais quoi, mais en me laissant emporter par ces délicieuses ambiances. Donc voilà, ça c'est la chronique plutôt élogieuse de Sacrifice sur Sunbasser, et on a l'autre côté du spectre chez Nightfall in Metal Earth. Pour le coup c'est Lyr qui a écrit cette chronique, et ne semble pas trop aimé, avec une note de 2 sur 5. Je vous lis juste la conclusion. Inconstance, manque d'inspiration, ambition artistique, maladroitement réalisé, mais également moment de puissance et d'intensité mélancolique. Difficile d'être totalement convaincu par cet opus, mais il serait injuste de tout jeter en bloc. Sa longueur excessive est peut-être son plus grand point faible. Il veut tellement durer qu'il l'ennuie, alors qu'une amputation d'1 quart d'heure de passages instrumentaux vides aurait certainement redynamisé la musique. Deafheaven est donc bien en deçà de ce qu'il promettait, et sa notoriété semble bien indue lorsque l'on entend ce qu'il fait. Voilà, comme ça vous avez un peu les deux spectres, et ça, franchement, c'est tellement représentatif de la sortie de l'album. Finalement, Deafheaven est accusé de trahir l'esprit du black metal pour certains. Ils sont régulièrement traités de poseurs ou de trend. Ah, cette expression. Ils tournent aussi avec des groupes qui ne sont pas du black, mais du hardcore ou du post-rock. Il y a une interview que j'ai trouvée sur Loudwire qui résume un peu tout ça, où Georges répond. Le journaliste dit: c'est marrant, pendant des années, les gens voulaient vous traiter de poseur, mais on dirait que ça a disparu des conversations. Est-ce que vous le ressentez aussi de l'intérieur du groupe ? Georges répond: oui, je pense que ceux qui nous soutiennent, comme ceux qui nous détestent, se sont mis d'accord sur le fait que c'est un sujet épuisé. On est là depuis assez longtemps pour que même les gens qui nous détestent soient en mode « ouais, cool, ils ont un nouvel album, peu importe ». Ce qui aide, c'est que le métal vit, et vit depuis quelques années à un énorme moment. Il y a tellement de groupes excellents, facilement accessibles, qui tournent et donnent des concerts incroyables tout le temps, qu'il y a simplement d'autres choses sur lesquelles mettre son énergie, et je pense que ça nous a fait tous du bien. Donc voilà, on peut conclure que maintenant on est 15 ans plus tard, enfin presque, et tout le monde s'en fiche. Et c'est tant mieux quelque part. Cette histoire de pro et anti devenait un peu pénible, il faut l'avouer. Voilà, nous avons terminé la surface de cet iceberg. Ça m'a demandé beaucoup de recherche et de travail. J'espère qu'il vous a plu et que je n'ai pas fait d'erreur. Si c'est le cas, je vous invite à le dire en commentaire. Les débats sont bien sûr les bienvenus. On aime débattre ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le genre, ou peu, j'espère que vous y avez appris des choses et que ça vous a donné envie d'écouter quelques groupes. Parce que le black metal n'est pas seulement une musique avec une image sulfureuse, avec des types maquillés en noir et blanc qui brûlent des églises, comme on peut le voir dans les émissions de True Crime et compagnie, c'est aussi de l'émotion, de la contemplation, de la haine, bref, une musique avec une âme unique. Ceci étant dit, la prochaine fois on s'attaque à la partie 2 de cet iceberg, les eaux claires. Il y a des groupes un peu moins connus, peut-être même avec quelques casseroles, on verra. Si ça vous intéresse de voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à vous et à la prochaine!